pas rester en France, tu venais en train, moi je te paye les billets d'avion, tu retournes. Je dis non, 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 je reste là et je me bagarre pour qu'on change les situations. Et ça, c'est démarré de là. Et quand je suis rentré à l'usine, et j'ai vu, on était 1200 salariés sur la ville de Saint-Ouen. C'est une usine d'emboutissage. On découpe la tôle pour faire les portes, le capot, tout ce qui est tôle. Et des petites pièces. On tourne à 1 400 000 coups par jour. L'équipe de matin, après-midi, nuit et le VST. Donc ça, 95 décibels. On était tout le temps, on mettait des bouchons. S'il n'y avait pas de bouchons, c'est au bout de quelques mois, on devient sourd. Alors moi je suis toujours très émue quand je vais à la rencontre des jeunes parce que vous êtes mon miroir, j'ai l'impression de me voir à travers vous, à mes 15 ans, un peu à la recherche de ma vie, un peu chercher sa destinée en fait. Et je suis venue ici vous raconter un morceau de ma vie, sans vous donner de leçons, sans vous juger, simplement vous offrir un plateau de fruits avec des fruits différents. J'espère que vous y goûterez pour ouvrir des portes. J'espère que les clés que j'ai essayé de vous transmettre arriveront jusqu'à vous. Et puis vous avez toute la jeunesse, vous avez l'avenir devant vous. Moi je vous ai dit que j'étais déjà dans le passé. Il me reste très peu de temps avec vous, dans la réalité, parce que rien n'est acquis. C'est pour ça que j'embrasse mon fils tous les matins, parce que je ne sais pas si je le retrouverai le soir. Parce que rien n'est acquis dans la vie, tout est un cadeau. Et puis, apprenez à aimer. N'ayez pas peur de la tendresse, n'ayez pas peur de votre humanité. Ne la perdez jamais, car l'humanité, c'est la lumière. Si vous la perdez, ce sont d'autres chemins qui sont sinueux et douloureux. Vous avez tout pour réussir, vous arrivez de loin, et vous êtes si près de nos cœurs. Vous êtes si près du mien. Je vous ressemble, vous me ressemblez, et je suis tellement fière d'appartenir à ce que vous êtes. Et perdez pas de temps à la colère, perdez pas de temps à la haine, parce que la colère, elle est légitime. C'est important d'en avoir, mais il faut pas la garder. Hein. Il faut la transformer en quelque chose de positif. La haine, c'est apprendre à vivre ensemble et la combattre, parce que la haine n'est pas le chemin de la lumière. Nous êtes tous des êtres humains, peu importe d'où vous venez, vous êtes des êtres à part, avec fait de lumière. Soyez des gardiens de votre lumière, essayez d'allumer votre lampe tous les jours, afin qu'elle éclaire aussi les autres. Je vous remercie infiniment, je vous aime déjà. Du chantier, c'est des Français, on va dire ce qu'on appelle, entre guillemets, sans tomber dans le panoplie de Zemmour ou autres, hein, qu'on appelle des souches, qui, voilà, excusez-moi du terme, hein, qui sont les têtes vraiment bien pensantes, qui sont des directeurs de travaux, qui sont les conducteurs de travaux. Et puis après, la deuxième, disons, l'étage en bas, c'est les chefs de chantier, qui sont généralement des Portugais. Et voilà. Et après les Portugais, maintenant, qui sont chefs de chantier ou chefs d'équipe, et tu as maintenant l'étage en dessous, c'est les grutiers. Généralement, c'est les Maghrébins, donc parce qu'ils se transmettent ces métiers-là de père en fils. Et voilà, de frère en frère. Donc, moi j'étais un des rares noirs dans ce métier-là, dans la région Île-de-France. Donc, du coup, de l'autre côté, en bas de l'échelle, tu as les Maliens, les Sénégalais qui sont des balayeurs ou des gens qui font le marteau-piqueur. Les Maghrébins, ils sont souvent des ferrailleurs ou des boiseurs. Et les Portugais, ils sont des boiseurs ou des chefs d'équipe ou des chefs de chantier. Donc c'est... Vas-y.
En fait, quand Frédéric et Florence sont venus me voir, moi je trouvais un projet très intéressant de partager des vies des personnes. Enfin, moi je ne suis pas célèbre, je ne suis pas ni actrice, ni quoi que ce soit, mais en fait, chacun dans notre vie, et vous aussi, vous avez chacun dans votre vie. Alors, elle est peut-être encore pas très grande, et puis plus elle va grandir, plus les choses vont s'accumuler à l'intérieur. C'est bien de partager, ça crée de l'empathie. Et je pense que ce qui est important, c'est dans la société, malgré toutes les difficultés qu'on peut avoir, c'est de l'empathie envers les gens. Donc c'est... Oui. Combien vous avez des enfants? J'ai un seul fils. 16 ans. Un avis favorable pour la Belgique. Du coup, je suis passé par la Belgique. Mais je n'avais pas le transport aller-retour. Ah, ça se posait un problème. Mais j'avais un cousin sénégalais de la famille qui est d'origine guinéenne, qui était bien placé, qui était commissaire central. Et c'est lui qui a téléphoné discrètement à l'aéroport. C'est mon cousin qui veut aller en Belgique. Bon, moi je suis un porte-garant, laissez, il peut passer et tout ça. Dès que je suis arrivé, il m'a dit, ah, vous êtes le cousin du commissaire machin et tout. Oui, oui. Passez. Et les autres, et le retour c'est quoi? Non, on ne peut pas aller. Donc c'est ainsi que je suis venu en Belgique. Et de là, comme j'avais la nostalgie, et je vivais à 37 rue des Échevins, donc j'avais un peu d'argent, j'ai économisé comme un rat, quoi. Et je faisais les cours la journée, mais bon, je me dis, je ne vais pas rester en Belgique. Moi, je vais aller en France. Et comme l'île c'est plus proche, et je suis arrivé ici comme ça. Pour les cours de français, la première année, je me suis inscrite pour le DOA. Et je me rappelle, quand j'ai eu mon DOA, j'étais, en fait, j'ai enregistré les cours, parce que je ne comprenais rien de français. Mot par mot, je cherchais dans le dictionnaire. Je dis ça pour vous donner du courage pour travailler. Mot par mot, et quand il y avait les verbes conjugués, on ne trouve pas dans le dictionnaire. Je ne comprenais pas, je ne trouvais pas. Après, j'ai compris. Donc, ce sont mes amis qui me passaient les cours. Et quand je suis partie de la première année de DEA, il y a les profs qui m'ont dit, tu es la première. Je dis, c'est quoi? Parce qu'il y a une expression en iranien, il dit, tu es la première de la dernière porte. Ça veut dire que c'est une plaisanterie. Moi, je pensais que c'est les mêmes plaisanteries qu'ils sont en train de faire. Mais finalement, ils ont dit, non, c'est vrai, tu es la première, tu as réussi. Et j'ai réussi, et j'étais invitée chez mon professeur, c'est lui-même qui m'a mis mon diplôme, qui m'a donné mon diplôme. Et plus tard, je me suis inscrite pour un doctorat. Parce que maintenant, on a le smartphone, tout ça, c'est naturel. Mais on ne se rend pas compte comment les gens pouvaient communiquer autrefois, sans téléphone. On peut fermer là. C'est comme on dit, quand il y a le besoin, on arrive toujours à répondre à ce besoin. Mais dans la vie moderne, ce n'est pas le besoin, c'est le désir, tout ça. On n'a pas vraiment besoin. C'est sûr. En tant qu'enseignant, qu'est-ce que vous pensez de la rencontre? Je pense que c'est très bien, surtout que nous, on a des enfants qui ne se rendent pas forcément compte de la manière de vivre qu'avaient certaines personnes il y a plus de 50 ans, même beaucoup plus du coup ici, dans ce cas précis. Mais déjà, même 20 ans en arrière, ils ne se rendent même pas compte de comment nous déjà on vivait. Sans Internet, déjà, pour eux, là, 90 ans, du coup, ça leur apprend énormément de choses. C'est vraiment bien. Et c'est bien, ça va peut-être les... Et on voit qu'ils n'ont pas une même attitude qu'en classe. Ils sont vraiment très attentifs. Et je pense qu'ils sont touchés quelque part de rencontrer une personne d'un certain âge qui est là pour témoigner de son histoire. On les sent attentifs et captivés. Et je pense que ça va planter une petite graine chez eux qui va germer. Peut-être pas forcément maintenant, mais plus tard, ils vont s'en souvenir et ça va forcément leur apporter quelque chose, même si ce n'est pas dans l'immédiat. C'est sûr que c'est hyper important pour eux. Ça fait 20 ans qu'il a commencé. Ah oui.
2005, 2006. Ça en fait des graines de plante. Ah bah oui. Bah nous, notre public, c'est la troisième fois, je crois, qu'on a la chance de, Oui. de recevoir. Il y a certainement une mauvaise compréhension concernant l'enseignement. Il y a des gens qui viennent, qui pensent que oui, l'enseignement, on les formate, etc., etc. Et puis d'autres qui se révoltent contre ça, alors que s'ils savent vraiment la vérité, ils sauront de quoi ils ont besoin. Là, on dirait qu'ils viennent à l'école, mais ils ne savent pas de quoi ils ont besoin pour connaître. C'est vrai. C'est apprendre à apprendre. C'est ça. Et donner du sens. C'est ça, ils ne donnent pas de sens à leur apprentissage. Et ils ont besoin de sens. Économiser, à savoir, on te prépare pour que, parce qu'on vit en communauté. Et dès 15 ans, on va dire, bon, ben, cette partie de la plantation, ça t'appartient. Et toi, avec tes copains, vous, vers 20 ans, vous allez déjà construire votre maison. On construit déjà ta maison. Et puis, derrière la maison, vous commencez déjà à cultiver ce que vous allez consommer. Vous allez cultiver du manioc, vous allez cultiver du maïs, des arachides, et puis quelques produits maraîchers. Oui, les terres, en fait, qui vont être cultivées appartiennent à la collectivité, sont données par le chef du village à chaque habitant. Oui, normalement, jusqu'à ce que les villes viennent envahir le village, c'était, on ne pouvait pas vendre des terres, parce que les terres étaient communautaires. On le partage, c'est-à-dire, il y a c'est par des associations qu'on gère le village. C'est-à-dire, il y a des cultivateurs, des gens qui... il y a des commerçants. C'est bien... le village est bien reparti. Je m'appelle Altine. En français, c'est Altina. Donc, on est... Voilà. Les noms de famille, c'est pareil. Donc, bon, mon nom de jeune fille, c'est Fidalgo. C'est Fidalgo. Bon, ça va. Il y a des noms qui sont complètement transformés. Ouais. Comme Gonçalves. Oui, bah, j'avais ma meilleure amie d'enfance. Ma première amie quand j'arrivais en France, c'est une Portugaise. Elle s'appelait Paula Goncalves. Voilà. Et alors, de Gonçalves, ça passe à Goncalves parce qu'on oublie le CC10. Voilà, c'est ça. Elle s'appelait Goncalves. Et ça, moi, ça me... Et donc, mes enfants, je leur ai donné des prénoms faciles à dire par les grands-parents. Donc, Bruno, Marina, Brune, Meline, bon, c'est ça. Facile à retenir, facile... Et en plus, c'est des prénoms que j'aime beaucoup. Voilà, on a soutenu notre thèse ensemble. Ensemble, oui. Ensemble. Oui, parce que madame est docteur, hein, de géographie, moi c'est pareil, donc on enseigne à peu près en même temps. Oui. Un cas particulier, on y a pensé à l'instant, donc très rapidement. Là, il y a 3 demoiselles, 3 élèves de et puis elles animent la web radio au niveau du lycée. Et puis, elles vont vous interviewer. C'est parti. Allez-y, mademoiselle. Mais attends, là, il faut le 3e, là. Tout le monde n'a pas entendu. Eh, tu fais court, là. Hein. Je m'appelle Paul Fogou. Je viens de l'ouest du Cameroun. Et à mon époque, j'ai vécu au village. Je suis né en brousse. Il n'y avait rien. Il n'y a pas de voiture. Il n'y a rien. Donc, il n'y a pas de religion. Nous sommes animistes.
Donc, c'est quand je suis arrivé en France que j'ai découvert certaines religions, parce qu'on était vraiment en brousse. On vit vraiment avec le cache-sexe. On n'a pas d'habits. Les femmes, ils vivent avec le sein, ils ont juste le cache-sexe. Donc, c'est comme le Cameroun, c'est au centre de l'Afrique. Quand il y avait des guerres de religion, les gens sont venus rester au Cameroun. C'est pour ça qu'on appelle l'Afrique en miniature, parce que vous trouvez différents peuples. On a plus de 260 langues. À 50 km, tu parles, personne ne comprend. On peut être 10, 20 Camerounais là, personne ne comprend l'autre. Ça fait qu'on a juste une... quand on va faire des courses au marché, on parle de ce qu'on appelle du pidgin. C'est un mélange d'allemand, parce que nous, le Cameroun a été colonisé par les Allemands. Et quand ils ont perdu la guerre, la France a récupéré les Anglais. Donc, au Cameroun, les jeunes sont complètement bilingues. Ils parlent français et anglais. Maintenant, pas à notre époque. À mon époque où j'étais au village, on parlait beaucoup plus français, c'était plus francophone. Donc, pour être court, donc je suis animiste, quelqu'un élevé en brousse, et je suis fier de l'être. Quand je suis arrivé, j'ai quitté, parce que l'histoire de migrants, je suis venu en France par amour, parce que en brousse, j'ai connu une Française jeune à 8 ans, et je rêvais de venir en France la retrouver. Quand je suis venu, elle rêvait de venir me retrouver là-bas. Elle me dit, mais qu'est-ce que tu fous là, toi? Donc, voilà, on s'est retrouvés, mais ça s'est mal passé, parce qu'elle voulait qu'on rentre là-bas. Et on était déjà là, voilà, donc, chaque migrant a son histoire. Il y a des gens qui viennent travailler, il y en a des migrants qui viennent parce qu'il y a la sécheresse. Ils fuient parce qu'il y a des guerres. Donc, chaque migrant a son histoire. Et quand les migrants arrivent, c'est leur façon d'arriver en France qui leur permettent d'intégrer. L'œuf dans la journée, il est riche. Donc, des fois, on prenait l'œuf et puis on le vendait pour acheter autre chose. Moi, par exemple, à l'époque, je me rappelle, je faisais à manger sur le feu de bois. Donc, c'était comme une cabane. Et à l'intérieur, j'étais avec ma cousine, on faisait à manger. On n'avait pas de gaz, hein, pas de robinet pour ouvrir l'eau, elle coule. Hein. Il fallait chercher l'eau sur le dos. Je faisais des kilomètres avec ma cousine et on allait chercher l'eau. Donc des fois, le bois, il n'était pas sec et ça me donnait pas, je pleurais pas, mais j'avais les yeux gonflés avec la fumée du bois qui n'était pas sec. Et les gens me disent, ben, pourquoi vous avez pleuré? Non, on n'a pas pleuré. Mais non, vous avez les yeux gonflés. Ben non, on n'a pas pleuré, mais on est parti chercher l'eau. Et toute cette vie-là Et moi, ma maman m'a mis dans la cuisine, dans les fourneaux, je veux dire, à 6 ans. Vous savez, même 6 ans. Je faisais à manger pour mes frères et sœurs. Je suis l'aînée. Donc, je disais rien, mais en même temps que ça, j'allais à l'école. Donc, vous avez le même problème que vous. C'est-à-dire que vous arrivez en France, vous ne parlez pas un mot français. Donc, vous avez les mêmes difficultés que vous. D'accord? Écoutez, donc le premier conseil, c'est bien maîtriser le français. Il faut mettre tout le temps ce qu'il faut pour maîtriser le français, c'est la base. Ça, c'est la première chose à faire, maîtriser le français parfaitement. Lire, écrire sans faute orthographe. Lire, écrire. Oui. Parler. Parler, sans faute orthographe. Et ça, c'est la première chose. Une fois que vous avez maîtrisé la langue française, vous pouvez faire sauter toutes les barrières qui vous empêchent, d'avancer. Donc, le français, maîtriser le français qui vous permet de faire sauter toutes les barrières pour réussir. Donc, voilà, d'abord, maîtriser le français, avoir des relations, des relations amicales avec les Français pour mieux parler le français.
et surtout ne jamais abandonner lorsque vous rencontrez des difficultés. Il faut persévérer, persévérer, persévérer et encore persévérer et vous arrivez. Pas de on n'abandonne rien. Ne pas renoncer, vous vous rappelez, c'est le mot qu'on avait vu quand on met le drapeau blanc et qu'on dit stop, j'arrête de me battre, non? Non. Non, non, des fois c'est dur, mais on reste droit et on s'accroche. Qu'en quittant une dictature et en arrivant dans un pays comme la France, qui est une démocratie, mine de rien, elle dysfonctionne, mais c'est une démocratie, le fait de considérer que les citoyens avaient un pouvoir sur leur avenir. Voilà, il y a quelqu'un qui m'a posé la question tout à l'heure, comment c'était quand vous êtes arrivé en France. Ça fait partie des choses que j'ai réalisées. Et je ne comprenais pas à un moment qu'on pouvait donner son avis pour pouvoir construire notre avenir. Et c'est un trésor et c'est quelque chose dont disposent les pays démocratiques et dont les autres pays, les autres citoyens ne disposent pas. Donc la première fois que j'ai pu voter en France, je n'en revenais pas de poser ce bulletin et de dire en fait on va compter ma voix. Et elle est légale de n'importe quelle autre voix. Donc j'espère que vous avez conscience de ça, mais il est vrai que voilà, les offres politiques aujourd'hui ne sont peut-être pas à votre goût. Je vois une question là, enfin. Oui. Le micro, du savoir. Le savoir, c'est d'apprendre à lire et écrire, à avoir des diplômes. Aujourd'hui, que ce soit la France ou des autres pays, ils n'ont plus besoin des gros bras. Ils ont tout construit, il y a le métro, il y a tout est construit. Maintenant, c'est la matière grise. La matière grise, pour l'acquérir, c'est l'école. Donc, il faut suivre les études. Et vous avez de la chance de trouver des profs magnifiques qui s'intéressent à votre avenir. Vous avez des parents qui triment toute la journée, travailler pour vous aider à faire des études. C'est une bonne opportunité que nous, on n'avait pas dans le temps. Mais on avait croisé des gens humains, que ce soit dans le syndicat, que ce soit dans la communauté d'entreprise, que ce soit des voisins, que ce soit... Il ne faut pas avoir toute église. C'est pas... C'est garder cet esprit de fraternité et de solidarité. Donc ça vous ouvre beaucoup de choses. Et on apprend dans la vie. Vous êtes encore jeune, vous allez apprendre beaucoup de choses à l'avenir. C'est un peu... Et je ne sais pas, si vous avez l'habitude d'écouter la musique africaine, je pense que vous devez connaître parfois quelques mots qui reviennent. Onimbonayo, Onimbonangai, Naligiro, Namote Mamoko, je t'aime, de mon cœur, Naligiro, Onigala, je t'aime. Oui, j'ai 3 enfants. Elle voulait nous exclure du collège et c'est là que maman a fait nécessaire en doctorat pour que je reste jusqu'à faire mon CAP comptabilité gestion. Et la directrice a été très dure avec moi. Très dure. Elle était avec tous les jeunes portugais, les migrants en fait. Tous qui étaient immigrés, la classe, je crois qu'il y a des photos. On était beaucoup immigrés, on était portugais, espagnols, italiens, thaïlandais, chinois. Tous ces pays, elle était très dure. C'est avec elle que tu as eu des propos un peu durs, non? Oui, c'est avec elle que j'ai eu des propos durs parce qu'elle m'a convoqué au bureau pour le directeur d'éducation, de formation. Il dit, M. Borges, on va vous convoquer parce qu'il faudra que vous changez d'établissement, d'orientation, c'est pas bien pour vous. Et moi, je voulais faire de l'informatique et c'était vraiment approprié. C'était comptabilité informatique, c'était les débuts de l'informatique. Et la directrice a commencé à dire oui, mais vous vous rendez compte, vous êtes portugais, vous n'avez pas de bonnes notes, il faut vous changer. J'ai dit, là, j'ai osé hausser le ton. Je lui ai dit, si les portugais n'étaient pas là, vous aurez de la merde jusqu'au cou. C'est nous qu'on vous fait votre ménage. Elle n'a pas aimé, elle a convoqué maman. Maman, comme elle n'a pas la langue dans sa poche, ça fait
ça fait des étincelles, et bah, elle a fait le nécessaire pour que je reste jusqu'à la fin de mes études. Mais c'était très très dur. Hein. Protection, protégez-moi. C'est ça un demandeur d'asile. Un asile. Réfugié politique, c'est pour des raisons donc, politiques. Raison politique, c'est, vous avez d'un côté la dictature, j'espère que vous comprenez ce que c'est, hein. La dictature, et de l'autre côté, vous avez la démocratie. Et ensuite, naturaliser français. Au bout d'un certain temps, je vais demander à la France de devenir français. Donc, il faut déposer des papiers, c'est assez compliqué, vous expliquerai. Et puis, je suis devenu français par naturalisation. D'accord? Donc, je suis français. Mais je suis toujours un immigré. Même étant français, jusqu'à ma mort, j'aurai le statut d'immigré. Il y a des Français de naissance, il y a des Français par naturalisation. Deuxième fois.